et la formation professionnelle. Nous siégeons aussi dans 88 CCAS ou CIAS. Cette reconnaissance auprès des pouvoirs publics, nous la devons aux 60 associations adhérentes à l'UDAF 79, qui représentent 4655 familles adhérentes. Ces associations, par leur diversité et leur action auprès de leurs adhérents, nous apportent une meilleure connaissance des problématiques auxquelles les familles sont confrontées. Mais cette reconnaissance, nous la devons aussi grâce aux 144 salariés du DAF qui se répartissent en 5 pôles. La protection juridique, l'insertion handicap psychique, famille, enfance, famille et parentalité, institutions familiales et communication, et direction administrative et financière. En 2017, nos services ont accueilli 5573 personnes, reçu 29 154 appels téléphoniques et en moyenne ont ouvert 600 plis par jour pendant les 247 jours ouverts au public. Voilà un tout petit aperçu de nos activités au quotidien. Vous pouvez avoir plus de renseignements en allant sur la page UDAF, le site internet udaf79.fr, ainsi que sur la page Facebook. Concernant la page Facebook, cette conférence va être filmée, enregistrée, et elle passera sur YouTube. Mais sur la page Facebook de l'UDAF, il y aura un lien pour pouvoir accéder à la conférence pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Je passe maintenant la parole à Nathalie Lacroix-Philippe, directrice du pôle enfance, famille et parentalité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci Pierre-Michel pour cette présentation rapide de l'UDAF, mais qui permet quand même de vous donner une idée de notre institution. Pour information, notre institution fait des portes ouvertes le 28 septembre. Donc si vous voulez encore en savoir plus en direct, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça sera l'occasion pour vous aussi de découvrir, de poser des questions et d'échanger. Alors, cette conférence aujourd'hui animée par Madame Degors et Madame Marchal, qui fera des ateliers par la suite, était sollicitée, initiée par notre crèche Les Colibris. Donc, je tiens à les en remercier, que ce soit la directrice et l'ensemble de son équipe, puisque c'est un des services de l'UDAF qui aujourd'hui est très porteur de demandes de conférences, qu'on essaye le plus possible de mettre en place, mais c'est vrai que c'est grâce à lui en particulier que souvent on arrive à mettre ces conférences, et puis on voit que ça porte. Il y a un besoin, parce que mine de rien, pour un vendredi soir où il fait encore beau, premier vendredi de rentrée, tout ça, c'est plutôt encourageant. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Et puis ce que je souhaitais rajouter, c'est que c'est vrai qu'à la demande de la crèche, on peut avoir des idées de conférences, de sujets, mais vous, en tant que famille des Deux-Sèvres, donc représentant de notre association, vous pouvez aussi avoir des envies et des besoins, et vous pouvez venir nous solliciter. C'est pas pour ça qu'on répondra forcément à votre demande, à vos souhaits, à vos... Mais en tout cas, on peut être l'institution qui peut recevoir vos envies, vos besoins en tant que famille, et réfléchir avec vous à ce dont vous aimeriez, qui se trouve sur le département, voir comment on peut éventuellement monter des projets en faveur des familles en fonction de leurs besoins. Donc ça, je pense que c'est vraiment important que vous sachiez que l'UDAF, c'est pas qu'un service. On se doit de réfléchir avec vous, les familles, sur ce dont vous avez besoin et ce dont vous aimeriez. Je vais vous dire que ça sera demain, je vous mentirai. Après-demain, peut-être, mais un jour sûrement. Voilà, donc je pense que c'est aussi dans ces instances que on se doit de vous dire, voilà, qu'au-delà des services existants, en tant que famille du département, si vous avez des besoins, et bien l'UDAF est là, en tout cas, pour vous écouter et y répondre le plus possible. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenantes, et encore un grand merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci à Isabelle Gunsby d'avoir fait confiance à mes services, cette fois encore pour accompagner votre questionnement, vos préoccupations autour de ces questions, et cette intitulation aussi que j'ai trouvée tellement intéressante, avec mon enfant j'ose l'autonomie, c'est-à-dire que là on est d'emblée, on rentre dans le sujet de façon très active et très dynamique,
d'emblée on va prendre une place, on va prendre un rôle, et on pourrait presque dire que d'emblée nous sommes d'accord sur le fait que l'autonomie est quelque chose à oser. Donc je trouve que ça démarre déjà d'une manière très très active. Alors je vous propose le déroulement suivant, qui pour l'expérience de formatrice que je peux avoir et conférencière de temps en temps me semble convenir, mais vous allez m'en dire quelque chose. Tout d'abord un diaporama que j'appelle interactif, qui permet pour ceux et celles qui sont assez visuels d'avoir un support visuel de ce qui est en train de se dire. Évidemment, je ne fais pas une lecture stricto sensus de ce qui est écrit. Pour moi, c'est un support. À tout moment, donc, je le commenterai tout en passant d'une vue à l'autre. Et vous pouvez, si une vue vous fait réagir, un mot, une expression, une explication vous fait réagir, vous pouvez d'emblée faire un petit signe pour interrompre. Toutefois, le diaporama, il est prévu pour une durée tout à fait raisonnable, qui nous laissera le temps des questions et de l'échange. Dans cette soirée, il y aura un temps aussi qui sera consacré à vous approcher des tables d'exposition de matériel que donc Nathalie Marchal, ma complice pour cette soirée, et une intervenante expérimentée autour des questions de l'autonomie, de la fabrication, de la création de matériel de jeu sensoriel selon les principes fondamentaux de la pédagogie Montessori. Donc elle sera là, incarnée, elle est auprès de nous, elle pourra vous expliquer un peu de quoi il en retourne, donc on va se garder un petit peu de temps pour ça. Et puis vous le savez, alors c'est Isabelle qui me corrige si je dis une sottise, qu'il y aura la possibilité de vous inscrire. C'est ouvert à tout le monde, les ateliers, ou uniquement aux parents de la crèche? Tout le monde, bon, c'est formidable, tout est ouvert. Voilà, on est dans un monde meilleur. Voilà. Donc parfait, donc vous vous approchez de la table, 2 feuilles sont prévues pour vous inscrire aux ateliers de fabrication, sensibilisation, initiation au matériel. Voilà. Mais ce n'est pas seulement une inscription, parce qu'on a la chance d'avoir le matériel. Alors on y va. Est-ce que les personnes qui se sont installées dans le fond, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors vous me faites des petits signes fantaisistes pour me dire que ça ne va pas. Ah, c'est pas assez fort. Alors avec mon jeune enfant, j'ose l'autonomie. Les mots qui étaient sur votre affiche très très bien faite, il me semble, étaient confiance, soi, les autres, découverte, compréhension, respect possible, éduquer, c'est amener à l'autonomie. Donc là déjà dans cette invitation et dans cette affiche, on avait beaucoup de choses qu'on va retrouver ensemble. On va se mettre d'accord sur la définition de l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est une étymologie qui veut dire dans auto le soi et nomos la loi. Donc ça réunit ces deux sens-là, le soi et la loi. Et le sens qui est donné à ce mot autonomie est la capacité d'une personne à obéir à sa propre loi. Donc rien que dans la définition déjà, on voit qu'il y a un temps donné, un temps à vivre, un temps à expérimenter, qui va donner la possibilité à la personne, à l'individu, d'intégrer, de comprendre des lois pour en faire les siennes. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers une liberté de choix, de prise de décision, de comportement, et aussi pour aller vers la prudence et le self envers soi-même, la sécurité. Donc voilà pourquoi l'autonomie est un mot que l'on retrouve dans énormément de projets, avec des jeunes enfants, avec des enfants plus âgés, avec des jeunes adultes, avec des personnes qui ont perdu un certain nombre de leurs capacités, puisqu'il est question de la vie de la personne, de son élan vital, de ce qui permet à l'individu d'être une personne qui conduit sa propre existence à partir de lois qui sont les siennes, et qui sont celles qui ont été instruites par l'extérieur. Donc c'est quand même un concept qui demande à être très très explicite, et quand on parle d'autonomie, jamais on ne peut réduire à une seule situation ou une seule explication. C'est une notion qui s'oppose à celle de dépendance ou de contrainte subie par une personne. Donc la dépendance et l'autonomie sont des choses qui se contrarient, on va dire, pour dire les choses simplement et avec douceur. Pouvoir agir avec une réflexion et en connaissance des enjeux personnels et sociaux de ses propres actions. Dans le domaine de la pédagogie, c'est une notion centrale. L'enfant est considéré comme un sujet à qui l'on permet des initiatives, des choix. Ça, c'est ce qu'on va retrouver toujours en pédagogie.
Et c'est quelque chose, je pense que les parents et les familles aussi sont capables de comprendre, d'entendre et de faire décliner dans votre projet d'éducation familiale. Une pédagogie, elle est centrée sur l'autonomie petit à petit. Elle va renvoyer aux méthodes nouvelles et à toutes les formes de méthodes actives en sciences de l'éducation. Un petit clin d'œil aux sciences de l'éducation, puisqu'autrefois on était dans des méthodes dites traditionnelles, où le maître se trouvait devant vous, sur une estrade, avec une règle, et il donnait un certain nombre il donnait des ordonnances, des enseignements sous la forme d'ordonnances, et l'individu enfant ou plus âgé était contraint à la règle. On a complètement changé ça avec l'éducation, le mouvement des éducations et des méthodes dites naturelles, actives et modernes et nouvelles. Et donc tous les pédagogues auxquels on se réfère aujourd'hui, quelles que soient nos opinions, sont des pédagogues qui sont de ces courants pédagogiques. Et on les reverra, je pense que j'en ai parlé dans une vue un peu plus loin, et sinon je vous en reparlerai tout à l'heure spontanément. Autonomie, attachement, dépendance, indépendance. Alors, j'ai travaillé ce diaporama en pensant le nouveau-né, en pensant le bébé tout d'abord. Parce que on ne peut pas parler d'autonomie, mesdames, messieurs, sans parler de l'attachement, sans se rappeler de quoi est fait l'attachement. Et en priorité, cet attachement primaire du tout petit. Ce besoin est prédisposé chez l'enfant, chez le bébé. Il a des dispositions qui prennent naissance à l'intérieur du corps. Accordage, grasping, cette façon de se tenir à son parent ou à la personne référente de ses premiers soins, portage, peau à peau, et le caregiving, prendre soin, qui va se mettre en place du côté des parents, en retour des besoins de cet enfant, et des soignants familiers de l'enfant, parce qu'il y a aussi des personnes autour de cet enfant qui vont lui accorder des soins. Ce sont des réponses aux besoins d'attachement du bébé. Et on va voir peu à peu le lien avec l'autonomie. Des capacités d'attachement qui vont maintenir la proximité avec le bébé. Donc, on n'a pas à se reprocher d'avoir été très proche d'un enfant et puis de constater, à tort, à raison, avec de la peine, de la culpabilité ou que sais-je encore, que « Ah oui, j'étais trop près, je l'ai toujours pris quand il pleurait, je répondais tout le temps à ses besoins, c'est pour ça qu'il n'est pas autonome maintenant. Hein » Donc il n'y a pas de lien de cette sorte-là, et on va en parler ensemble. Je pose les grands traits qui rappellent ce qu'on apprend dans les écoles et ailleurs, mais on va voir qu'il y a effectivement un lien entre cet attachement et l'autonomie, mais pas une conséquence forcément en tout cas, sauf dans certaines situations plus problématiques. Donc le bébé dispose de moyens dès sa naissance pour obtenir cette proximité. On le sait, les femmes qui ont mis au monde un enfant et à qui on a pu mettre l'enfant sur le corps, sur le ventre, elles se rappellent peut-être combien l'enfant avait très vite une réaction de ramper jusqu'à l'endroit où se trouve le haut du corps, les seins si on allait ou pas, mais en tout cas de toute façon le bébé va jusqu'à là, il a déjà cette capacité de grimper, de s'accrocher, d'aller chercher des points. Il pleure, il crie, il exprime son malaise, son inconfort, sa détresse. Ça aussi, c'est quelque chose dont il prédispose pour communiquer, et ces signaux attirent l'attention de ceux qui s'occupent de lui. On est déjà dans une pré-communication avec des émissions de messages et des réceptions de messages, et l'attachement fonctionne aussi par ce chemin-là. La constitution d'une figure d'attachement, elle prend environ 9 mois. Petit rappel. Que je ne me trompe pas de sens. Je l'ai dit ça. Si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai dit. Je me trompe. Voilà. Un équilibre de fonctionnement. Ce n'est pas parce qu'une maman est séparée à la naissance pendant 2 semaines, c'est un exemple qui peut vous être arrivé, ou plus encore, de son bébé, que cela va compromettre le développement de l'attachement de celui-ci. Le bébé va progressivement organiser ses figures d'attachement subsidiaires. Il y a les principales et les subsidiaires, et ça ne veut pas dire préférence. Donc ça, on va aussi le reporter au fait qu'on confie son tout petit à une assistante ou un assistant maternel, ou à une éducatrice, une auxiliaire puériculture et les professionnels certifiés petite enfance des établissements d'accueil du jeune enfant. C'est un déchirement, c'est pas facile, plus ou moins.
Chacun a son registre émotionnel autour de cette situation. Mais l'enfant, effectivement, il va avoir à nouveau besoin de poser des repères qui vont lui permettre de construire un attachement qu'on appelle dans les livres secondaires ou subsidiaires. Mais pour autant, il se rappelle toujours, il ne se rappelle pas là, hein, il se rappelle partout dans son corps, qui est sa mère, qui est son père. Et j'en profite pour dire que lorsqu'on revient et qu'on récupère son enfant après une journée parfois difficile, son tout petit, c'est très important de lui laisser le temps de passer de l'un à l'autre. Même si ça déborde dans votre cœur, dans tout votre corps, de le retrouver, de le serrer dans vos bras, laissez-vous accompagner par les professionnels pour que les retrouvailles soient au rythme du tout petit, puisqu'il a ses propres antennes pour retrouver celle et celui qui lui est cher, son parent. Un peu plus tard, pour ceux qui ont des enfants écoliers ou autres, l'enfant va courir. Moi, j'assiste à ça tous les soirs dans l'endroit où je travaille, à la garderie périscolaire, du plus petit de 3 ans au plus grand de 10 ans. Papa, maman, ils ont chacun leur façon d'aller courir vers. Mais le petit, lui, il ne court pas vers vous. C'est ses antennes sensorielles qui se mettent en disposition pour vous retrouver. Et il va chercher votre odeur dans la clavicule, dans le cou. Il va toucher votre visage, il va se blottir. Donc, prenons garde avec cette émotion très forte des retrouvailles de ne pas envahir le tout petit de tout cet ensemble d'offres sensorielles qu'il va retrouver au moment des retrouvailles. C'est un moyen aussi de respecter le petit avec ce qu'il est. Et vous-même aussi de retenir cet amour. Alors, bon, on s'arrête là. Non, ça y est. Alors je vais vérifier. C'est bon? Où est-ce qu'on voit? C'est la 7 et j'étais... Bon, bah, tout va bien. Gracias. Alors, la proximité, bon, j'ai retrouvé cette photo d'un de mes voyages au Mali. J'avais tellement aimé. Un des enfants portait vraiment son petit frère. Et l'autre, vous avez vu, c'est une photo que j'ai faite lors d'un voyage et j'étais en moto et je me suis arrêtée. C'est une photo de rue. C'est pas un montage, hein. Promis, j'y étais. J'adore cette photo. Donc, sécurité, base de sécurité, un équilibre de fonctionnement entre le système d'attachement et l'autre système qui est celui de l'exploration. C'est-à-dire que très rapidement, très synthétiquement, je vous ai parlé dans les vues précédentes de cette nécessité de proximité pour l'attachement, et on le trouve dans les soins, dans la nécessité de prendre le temps de faire les soins, d'avoir du regard, du toucher, de l'odeur, de la caresse. Mais il y a aussi, grâce à cette possibilité pour l'enfant de recevoir ce dont il a besoin pour s'attacher de manière sécure, quelque chose, un autre système qui va arriver et qui se met en place très très tôt aussi, qui est celui de l'exploration. Alors on est 7, on est 8, tout va bien. Le système d'exploration, lui, il contribue au développement des capacités de survie, pouvoir compter sur soi. C'est-à-dire que quand on dit qu'un enfant prend beaucoup de risques, tente énormément d'expériences, etc., alors c'est peut-être son modèle à lui d'exploration qui peut vous inquiéter, vous fatiguer, vous donner beaucoup de sueur froide, et puis on le sait, il y a des enfants qui se blessent plus que d'autres, etc. Mais néanmoins, dans ce système d'exploration, on va se souvenir pour de bon, et on va en faire ce qu'on pourra dans la vie familiale et dans la vie professionnelle avec les enfants, mais ce mouvement libre de l'enfant, c'est quand même quelque chose qui va contribuer à développer ses capacités de survie. Et ça, c'est universel. Alors, nos enfants ici, en France, ou dans nos pays occidentaux dits développés, ils ont leurs propres moyens à eux de mettre en œuvre des expériences de survie, de prise de risque, etc. Évidemment, l'enfant qui grandit en Mongolie, qui grandit en Afrique, en Australie, dans les montagnes, que sais-je, il va mettre en œuvre, lui, des systèmes de survie et le développement de ses capacités avec des expériences tout autres. Parce que la survie, quand on dit survie, il faut le voir dans son ensemble, hein, le sens là, eh bien, elle s'appuie sur d'autres types d'expériences. Alors, ça va nous faire nous interroger quels sont les lieux où nos enfants, dans ce monde, peuvent prendre des risques et s'assurer que quand on est en hauteur et qu'on se penche, on tombe dans le vide, on tombe, on se fait mal, ou on tombe, on se récupère. Moi, je me souviens au Mali,
d'enfants de 8-9 mois, alors une motricité incroyable, que l'on posait sur des chaises qui sont beaucoup plus hautes que nos chaises, parce que les femmes, en tout cas celles avec qui je travaillais, etc., je les trouvais de grande taille, donc peut-être pour ça le mobilier est plus haut, je ne sais pas. Les chaises étaient hautes, et je me souviens de ces enfants qu'on pouvait poser assis sans se préoccuper de savoir s'ils allaient se tenir, enfin moi, blanche là, tout bas, comme on dit là-bas, j'avais des réflexes de ventre et de bras qui auraient été d'aller tenir l'enfant. Et en fait, je regardais l'enfant, je m'en empêchais, hein, par courtoisie aussi. Et je regardais l'enfant qui ne savait, enfin on ne se soucie pas de savoir s'il était assis là-bas. Hein. Vraiment pas. Et il avait un petit temps de bascule, et puis ensuite ça ne lui convenait pas d'être si haut là-haut, parce qu'on l'avait mis là pour qu'il reste tranquille en fait. Il se retourne et il redescend par les pieds de la chaise. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis dans la compréhension de l'environnement de l'enfant, et qui est acquis aussi dans une expérience possible par les parents, les adultes là-bas. Donc ça nous fait réfléchir, et de temps en temps, prenons le temps d'observer les autres ailleurs, par les films, par nos voyages, pour aussi repenser le contexte de nos facilitations ou pas d'autonomie, ou de conquête d'autonomie. Alors, ça dépend aussi, les capacités de survie, pouvoir compter sur soi. Maintenant, il va être question donc du mouvement libre, de la motricité libre. Il va être question de l'espace de liberté et de l'observation, parce que l'observation, ce n'est pas quelque chose d'inactif. L'observation, c'est véritablement un verbe d'action en éducation qui nous permet de projeter, de repenser, de revoir les choses. Il faut s'accorder chaque jour ou chaque semaine de notre vie avec les enfants des temps d'observation. C'est vraiment nécessaire. C'est ce temps d'observation qui nous dit quelque chose de l'enfant, qui nous dit quelque chose de nous, de l'espace dans lequel il évolue, etc. C'est vraiment un laboratoire naturel dans lequel il faut se rendre. Besoin de relation, relative dépendance. Il y a une relative dépendance au fur et à mesure des chaînes de développement de l'enfant. Capacité d'être seul, et va venir le « aide-moi à faire tout seul ». Se soucier de l'autonomie de l'enfant, c'est une mise en évidence progressive de ses besoins qui sont observés. Donc là, on a un petit sur un tapis dans une maison et un enfant là qui tente de se lancer seul. La capacité d'être seul, selon Donald Winnicott, qui était un pédiatre anglais-américain, je ne sais plus, anglais, elle se fonde dès les premiers mois de la vie. Le bébé, lorsqu'il sort peu à peu de la fusion, du collet serré, comme on dit aux Antilles, avec sa mère, il va faire des expériences, frustration, satisfaction, frustration, séparation. Le mot séparation, il est toujours un petit peu difficile à entendre alors qu'on vient de mettre au monde son enfant. Donc j'ai employé aussi le mot satisfaction, parce que l'enfant est frustré pendant la séparation. Et une séparation, c'est pas forcément je pars. C'est tout simplement, je retire mon sein à un moment donné parce qu'il joue avec, ça fait un moment qu'il tétouille et que voilà, l'allaitement est complet cette fois. Voilà. Et puis je le pose par exemple, ou je le mets dans les bras de son papa ou de sa grande sœur, que sais-je. Et là, il y a quelque chose de ce qu'on appelle la frustration, en tout cas en psychanalyse et en psychopédagogie aussi. L'adulte qui prend soin de lui va doser ses expériences de telle sorte que le bébé vive un équilibre qui est fondé de ni trop d'absence, ni trop de présence. Et ça, c'est du subtil. Voilà, il pleure, j'y vais pas. Voilà. C'est très difficile quand on vit les semaines qui suivent par exemple la naissance d'un bébé, de savoir est-ce que je le mets un peu à l'écart dans mon appartement, est-ce que j'ai fait mes petites choses, est-ce que partout où je vais, je fais avec lui, etc. Donc là, il y a plusieurs écoles, mais on se souviendra, ça c'est facile de se souvenir, de ce dosage, trop d'absence, trop de présence. Ça, c'est très facile de se souvenir. Et le trop, dans tous les cas, ne permet pas un équilibre. Un entre-deux qui peut faire craindre l'abandon ou l'étouffement. Alors l'abandon, par exemple, je vous donne une image, je pose mon enfant à cette dame-là qui travaille à la crèche,
Et comme j'ai peur qu'il pleure, je me sauve en cachette, parce que, en fait, je ne supporterais pas qu'il pleure, et je me dis que c'est quand même plus chouette de le laisser, qu'il ne se soit pas rendu compte que je m'en aille. Donc là, on est du côté du risque, de la crainte de l'abandon. Parce que c'est une expérience qui ne laisse pas de traces forcément fulgurantes sur le coup, mais qui peut faire sentir à l'enfant la disparition magique, mystérieuse. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à intérioriser pour un petit. Raison pour laquelle les cruels professionnels des établissements d'accueil de jeunes enfants ou les assistants maternels disent non, madame, cette dame-là va me dire non, madame, vous allez lui dire au revoir. Maman s'en va. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Elle veut qu'il pleure ou quoi? Non, non, tu vois, maman s'en va. Alors oui, il pleure, hein, parce que bien sûr, tout est ordinaire. Il pleure, et donc là, la professionnelle, le parent qui s'occupe de votre enfant et qui lui confie un week-end, que sais-je encore, va dire, tu sais, elle va revenir, et on va commencer notre travail sécure. C'est-à-dire, on reste sur un principe de réalité et on fait le travail de sécurisation. On explique, on accompagne même, enfin, on a l'enfant dans les bras, on va aller à une fenêtre, on va expliquer. Et c'est pourquoi je vous explique que le retour, ça ne doit pas être quelque chose qui arrive de façon trop empressée, parce que le départ, on essaie aussi de le faire en séquence, que ce soit possible pour l'enfant d'avoir suffisamment d'autonomie affective, de capacité à développer le senti de ce qui se passe, du partir et puis du revenir. Et ça ne se passe pas que dans le mental, même ça ne se passe pas dans le mental en fait. Allez, hop. L'enfant peut faire évoluer ce qu'on appelle un continuum, c'est un sentiment de continuité interne. Donc c'est le rêve, ça, la continuité interne, c'est que c'est quelque chose qui permet de garder cette base de sécurité et ce sentiment de sécurité infinie qui fait qu'en l'absence de l'autre, je reste et je me transporte dans ma vie toujours en sécurité. Voilà, c'est un peu poétique comme façon de le redire, mais il y a quelque chose de ça. C'est un sentiment de continuité interne, d'existence propre, qui lui permet de prendre des initiatives, et je rappelle, en autos nomos, c'est-à-dire en sa propre loi pour lui-même. D'accord? Soi-même loi, capacité à faire soi-même sa loi, on rappelle que c'est la définition de l'autonomie. C'est une excellente façon d'expérimenter, une excellente façon d'expérimenter cela est d'être seul en présence de quelqu'un. Je vais développer. Oui, c'est bon. La capacité d'être seul, donc toujours selon ce pédiatre, le docteur Winnicott, dès les premiers mois de la vie, il y a des expériences de frustration, séparation, la mère va doser les expériences, et le bébé va être ni dans la solitude ni dans l'étouffement. Il doit avoir un sentiment de continuité interne, d'existence propre, pour aller peu à peu vers une autonomie exploration. Et on va voir que dans certains très beaux tableaux de Monet, on peut observer ça. Là, je vous laisse juste regarder. Et voilà. Combien d'entre vous cousent, bricolent Je parle pas du téléphone, hein, on n'a pas de téléphone à la maison. Avec l'enfant à leurs pieds, on a un petit jeu de bois là. Tout le monde voit bien la peinture là. Est-ce que ça vous parle autant qu'à moi? Parce que peut-être que j'ai fait une erreur dans ces choix, hein, mais moi ça me cause. Hein? On fait un petit retour en arrière. Alors, après l'art, pour nous dire des choses plus ou moins graves, des initiatives à ne pas décourager. Comment créer dans le quotidien familial et dans les établissements d'accueil du jeune enfant les conditions favorables pour l'existence d'espaces privilégiés enfants-adultes? Alors, on va laisser du temps au temps, évidemment. Parce que prendre le temps, c'est faire un pas dans la direction de ce qui est important pour vous, qui sera toujours profitable. Bon. Prenez le temps aujourd'hui, j'ai trouvé cette petite image, elle n'est pas parfaite pour notre sujet, mais en tout cas, laisser du temps au temps, c'est essentiel, on ne fait rien sans le temps, et le temps a un long cours.
Jouer pour découvrir le monde, l'importance du jeu qui travaille tellement l'enfant. Vous le savez comme moi, le tout petit commence par jouer en découvrant une main, puis deux mains, puis les réunir, les porter à la bouche, jouer avec une petite étiquette qui frôle sa couverture, etc., etc. Et toutes ces sensations pour découvrir le monde vont lui faire découvrir le monde. Il va peu à peu imiter pour être avec lui-même, puis avec les autres. Et donc, le jeu l'aide à grandir. Et ça, c'est un verbe essentiel aussi qui contribue au développement des enfants. Donc, pour cela, il faut des lieux, il faut des espaces, il faut des adultes conciliants, sécurisants. J'aurais pu mettre patience. Des repères stables, fiables, prévisibles. Stable, fiable, prévisible. Je peux me fier à toi, tu es là quand j'en ai besoin. Ça ne veut pas dire que tu dois me prendre, que tu dois répondre à tous mes besoins dans l'immédiateté, mais tu es là. Et être là de maintes façons. Une présence, la fameuse présence dont parle Winnicott, c'est-à-dire une présence par le regard, par la parole, par l'approbation, par la manière d'être tout à fait présent parce que vous observez. Et on n'observe pas avec un air supérieur, on observe avec un air bienveillant. Les enfants ne s'y trompent pas d'ailleurs, surtout avec les inconnus. Donc jouer, c'est du sérieux. Un peu de matériel qui a l'air assez simple comme ça, mais qui permet au tout jeune enfant de se risquer aux sensations et à la découverte du monde. Du matériel qu'il va pouvoir toucher, sentir, porter à la bouche, pousser un peu plus loin, qui est préhensible et qui lui permet aussi de résoudre un certain nombre de problématiques comme la petite planchette, les planchettes avec les différents boutonnages, on y reviendra. Ça, c'est pour nous divertir un petit peu. Il faut des espaces qui offrent de l'initiative et là, on voit un espace jeune enfant. Donc là, l'enfant peut y aller seul, sans qu'on intervienne, qu'on surveille ce qu'il fait. Il peut faire son propre dérangement et son propre arrangement. Parce que je parle de dérangement, ça c'est dans nos yeux, mais c'est les arrangements de l'enfant, les dérangements. Hein, c'est ce qu'il arrange, lui. Alors après, il y a aussi du dérangement colère, il y a du désordre colère, etc. Mais là, je suis plus dans l'exploration. Et puis des espaces qui offrent des initiatives avec des gestes de vie quotidienne. Et voilà, on voit cet enfant qui allait chercher un gant, qui l'a mouillé et qui parle à sa poupée, qui lui dit des choses et qui lui fait sa toilette. Et c'est très intéressant de ne pas le déranger dans ce moment-là et de lui permettre de le faire quand il veut, sans forcément commenter. Les courants pédagogiques qui inspirent et nourrissent nos projets d'éducation. Alors on a Amy Pickler, le docteur Amy Pickler, qui était une femme hongroise, qui a été responsable d'une pouponnière célèbre à Budapest, dans la rue Loxi. On a appelé la pédagogie Pickler Loxi, parce que c'était dans cette rue-là que se trouvait cette pouponnière, dans laquelle étaient accueillis des enfants qui étaient pour la plupart des enfants orphelins. Et cette femme, Amy Pickler, a beaucoup réfléchi à la formation de ses nurses, de son personnel soignant et éducateur, parce que ces enfants-là étaient là en permanence, donc le professionnel rentrait chez eux, avait des plannings, des horaires, etc. Et il fallait pouvoir répondre aux besoins très importants de l'enfant qu'elle a fort bien étudié en tant que pédiatre, et en même temps avoir un fonctionnement qui permettait de ne pas avoir des ruptures, des séparations difficiles. Donc elle a énormément travaillé sur l'autonomie de l'enfant. Moi je vous dirige vers ses travaux autour de, par exemple, quand on est seul et qu'on a 4 enfants à faire manger, elle a trouvé des méthodes, on peut le dire comme ça, qui ont permis aux enfants d'être sécurisés, d'apprendre à attendre leur tour sans que personne leur dise « attends ton tour ». C'est-à-dire que c'était les repères dans l'espace, le comportement des nurses et des professionnels qui s'occupaient des enfants, qui instituaient des repères sécurisants, tout le monde, les adultes qui s'occupent des enfants, qui ne paniquaient pas, parce que 4 enfants, il est l'heure de déjeuner où 4 enfants semblent avoir faim. Il y avait un ordre, par exemple, chaque enfant savait que quand je donnais à manger à celle-ci, après ce serait celui-là et après celui-là, mais même les tout petits. Il y avait une participation dans les soins de l'enfant. Au niveau du sommeil aussi, des choses ont été étudiées pour permettre à chaque enfant d'avoir un sommeil respecté. Et tout cela pour vivre en collectivité en répondant aux besoins singuliers et uniques de chaque enfant.
Donc cette dame a apporté beaucoup à notre culture d'éducation, en tout cas dans les établissements. Célestin et Élise Freinet, c'est un couple d'instituteurs, c'est surtout Célestin Freinet dont on parle, mais Élise aussi a écrit beaucoup de choses et a beaucoup travaillé. Alors eux, ils ont, Célestin Freinet, cette pédagogie-là, c'est la coopération dans la classe, c'est pas que ça, mais et l'autonomie de l'enfant vis-à-vis des enseignements. Et elle, Élise, son épouse, elle a écrit beaucoup de choses, et il y a des revues anciennes sur l'art enfantin, elle a donné beaucoup de place dans ses écrits, ses observations sur la danse, l'expression corporelle, le dessin, etc. et combien c'était important dans le développement de l'enfant. C'est juste une petite vue, pas d'avion, mais presque. Janusz Korczak, que nous devrions tous connaître, qui est aussi un grand médecin polonais, qui est mort dans les camps de concentration avec des enfants qu'il protégeait, des enfants juifs, et qui a travaillé sur le droit au respect de l'enfant, et qui est le fondateur de la Convention internationale des droits de l'enfant. Janusz Korczak. Et notre Maria Montessori, qui fait business, mais elle n'en profite pas, qui elle a travaillé beaucoup sur les voies de l'autonomie. Et bien sûr, il y a plein d'autres pédagogues, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais partageons de la connaissance et comprenons d'où nous viennent ces noms-là auxquels on fait référence pour se sécuriser. Donc notre Maria Montessori, elle était pédiatre, italienne, elle était précurseur de beaucoup de choses et aussi dans l'exercice de son métier en tant que femme. Et elle a beaucoup travaillé sur l'autonomie en éducation, la réflexion sur le mobilier, l'aménagement des espaces et les jeux que l'on pouvait donner à l'enfant, dont elle a vu très tôt que son activité était une activité constructive, une activité qui permettait à l'enfant de grandir, de comprendre, de résoudre. Elle a aussi apporté beaucoup d'éléments sur la posture des éducateurs et des parents, pour le coup, autour de ce développement de l'enfant, dans des espaces pensés et avec du matériel pensé en observant ses besoins. Donc on va y revenir et puis Nathalie pourra aussi appuyer ces choses-là, puisque nous, ça nous concerne pour la petite enfance aussi, travailler dans les jardins d'enfants. 21, voilà. Donc quelques photos, faire seul et à faire soi-même. Donc des petites photos pour nous distraire un peu aussi de la réflexion mentale. Là, vous voyez par exemple une activité qui est très simple à mettre en œuvre avec plusieurs enfants. Là, il se trouve que ce sont des enfants qui sont chez des assistants maternels en regroupement, mais j'ai envie de dire, on s'en moque, ça pourrait être vos enfants ou des petits camarades ou une petite réunion de famille. Chaque enfant a un tapis personnel, un petit tapis blanc, tout simple, pas plein de décorations. Ça ne distrait pas, le tapis, c'est pour s'asseoir, c'est mon territoire. Et chaque enfant a choisi sa boîte d'activité, qui est bien sûr accessible par l'enfant. C'est pas rangé dans un placard, c'est pas moi, l'adulte tout-puissant, qui décide. Donc évidemment, je suis non loin, évidemment, ce moment-là, il ne peut avoir lieu que dans des conditions favorables. Je nie pas cette chose-là, mais il y a quelque chose, on va se mettre du côté de l'enfant, il y a quelque chose chez l'enfant qui est respecté de son envie, de son souhait, de son besoin, de jouer ou de s'occuper ou de travailler son esprit d'enfant, son esprit qui va s'absorber à ses activités. Donc cette petite, elle a choisi un jeu de perles. Ce sont des sortes, ce sont pas des, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est des perles, c'est des sortes de pierres synthétiques pour décorer, qu'on met dans des vases ou autres. Alors elle utilise, dans son plateau, elle a un petit bol en porcelaine rempli de ces pierres décoratives. Elle a une petite cuillère et une autre tasse. Et l'éducateur ou l'assistant maternel ou le parent ou le grand-parent qui serait sensible à cette façon d'être avec les enfants montre juste une fois de quelle façon, fait une démonstration même silencieuse, par exemple tu fais ça, on fait comme ça, ne fais pas tomber, etc. C'est inutile, c'est juste, je prends le plateau, il est là, je le prends, je le pose sur le petit carré blanc et je montre une fois et ça suffit. Là ce sont des enfants, cette photo-là sont des enfants dont je m'occupais pour la première fois. Ils ne me connaissaient pas. Donc je crâne un peu avec cette photo quand même, parce que c'était assez impressionnant. Cette activité a permis aussi de tempérer les émotions. C'est impressionnant parce que là, du coup, j'ai fait un test. Habituellement, je l'utilise avec des enfants qui connaissent déjà un petit peu ou qui me connaissent.
Je ne le sors pas la première fois. Mais là, j'ai tenté, en silence, d'être très présent. J'ai respecté le fait d'être très présent pour eux et de leur permettre de sortir d'une émotion qui était difficile avec une activité qui pouvait les absorber et finalement leur permettre de retrouver un équilibre interne. Donc là, cet enfant, il a, vous savez, les petits moules en silicone là, avec, je crois que c'était des petites noisettes dedans et une petite cuillère. Celui-là, il a un bol en inox avec des petites boules, je crois que tu en as apporté, des boules papier, de couleurs. Et puis, je ne sais plus tout ce qu'il y avait. Là, ce sont des couleurs et des formes. Et puis là, je vois pas. Je me souviens plus ce qu'il avait. En tout cas, pas de dispute, pas de remue-ménage. Voilà, la possibilité pour les enfants d'être occupés avec cette absorption sur l'activité qui est assez étonnante. Et là, on voit donc une professionnelle qui prépare un certain nombre de ce petit matériel que Nathalie vous présentera tout à l'heure. Alors, faire seul et à faire soi-même, du coup, j'ai bien aimé juxtaposer ces deux photos, puisque c'est la même chose pour l'adulte, faire soi-même, et avec des choses qui ne coûtent pas cher. Pardon, 22. Oups. Créer le matériel, observer l'ambiance. Donc là, on a quelques exemples d'autonomie proposée à l'enfant, laissée à l'enfant, des initiatives qui ne sont pas empêchées. Et je ne sais pas si vous les voyez si bien que moi je les vois et aussi dans ma mémoire. Je peux vous dire que là même, si on posait notre main sur le ventre des enfants, on sent même que la respiration, elle est très très calme. Comme quand vous êtes concentré vous-même, vous voyez, quand vous essayez de mettre un fil dans le trou d'une aiguille, là, vous voyez toute cette concentration du corps, cette délicatesse. Eh bien, on a tout ça, et du coup, c'est la raison pour laquelle, s'il y avait un thermomètre spécial pour mesurer la température dans ces moments-là, on sentirait quelque chose de très calme, de très reposant, comme quand vous rentrez dans un laboratoire, en fait, où tout le monde est concentré sur son ouvrage. Voilà, quelque chose de ça. Eh bien, ces jeunes enfants, dans ce type d'aménagement d'espace, dans ce type de propositions libres qui leur sont faites, avec le comportement qui progresse lentement des adultes qui s'habituent aussi à ça, eh bien, ce sont des enfants qui sont capables de jouer très longtemps, en tout cas de s'intéresser très longtemps à la même activité, et qui sont très sereins ensuite. Bienveillance, bientraitance, confiance en soi, essai-erreur, essai-réussite. Alors pour nous, il va être question d'apprivoiser les peurs. Il va être question d'accueillir les émotions. Il va être question de retenir l'envie d'aide, de laisser venir l'enfant avec le temps qu'il lui faut, d'être là, de se positionner confortablement. C'est important que vous trouviez vos appuis, que nous trouvions nos appuis. Il ne s'agit pas d'appliquer des règles qui sont explicitées dans les beaux ouvrages de sciences et d'éducation. Il s'agit de se sentir à notre aise avec cette installation, ces propositions et cette façon d'être autour de ce concept d'autonomie qui aide à grandir, à prendre confiance en soi et à être prudent avec sa propre sécurité et ses propres choix. L'attitude pour laisser à l'enfant suffisamment d'initiative. Alors je ne sais pas si j'ai tout sur la vue là du coup. Oui, c'est pareil. Pour respecter son rythme, plutôt une attitude de retrait de la part de l'adulte. Donc ça, on le retrouve aussi dans les ouvrages de pédagogie, mais du retrait, ça ne veut pas dire je regarde ailleurs, je prends mon téléphone. Non, du retrait, c'est je me mets un peu en arrière pour mieux voir quelque part. Une fois la démonstration faite, quand on a montré, démonstration, nous restons présents en simple observateur. Et là, on doit avoir une attitude de bienveillance. Parce que, évidemment, je lui montre, et puis je reste là, j'observe. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'enfant, c'est quand même pas une observation très bienveillante. Une observation bienveillante, ça peut être, on va imaginer qu'on a un banc, qu'on a les différents bacs avec les activités, que l'enfant prend un, qui me regarde parce qu'il ne sait pas trop. Donc je vais m'asseoir près de lui, évidemment je me mets à sa hauteur, je vais faire une démonstration, puis je l'invite, je le laisse, et puis je recule et je m'assois,
Et puis mon attitude de bonne présence, elle est dans tout. Elle est dans ma façon de m'asseoir, dans mon regard, dans mon sourire, mon approbation. La bienveillance, ce n'est pas la surveillance. Bienveillance, c'est la bonne veille, étymologiquement. Et donc, quand on parle de bienveillance en éducation, même si différentes utilisations, c'est l'ambiance. La bientraitance, c'est comment on traite l'autre. On est dans autre chose là, hein. Vous voyez, on est dans quelque chose qui agit sur l'autre. La bienveillance est du côté de l'attitude, comment je pourrais dire, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. La bienveillance, c'est quelque chose qui va créer une bonne ambiance, une bonne veille sur ce qui arrive, sur ce qui se passe. Tout au contraire de la malveillance qui là, du coup, inquiète énormément, mais dont on n'a pas à parler là. Donc, une attitude de retrait. Une fois la démonstration faite, nous restons présents en simple observateur. On est disponible si l'enfant manifeste vraiment un besoin d'aide ou d'information. Donc là, on le voit très très bien dans un document que certains d'entre vous ont peut-être vu qui s'appelle « Le maître est EST l'enfant », un film qui est documentaire qui est encore visible et que peut-être on pourra se procurer bientôt. Et là, on voit tout le travail que fait l'enseignant, le professeur des écoles, dans la préparation de son matériel, quand il prépare sa classe le matin avant que les enfants arrivent. Tout est mis d'une façon très méthodique, tout est rangé, préparé. Il y a un gros travail de préparation dans l'accompagnement d'éducation. On prépare beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas improviser aussi, mais voilà. Et ensuite, il se met en retrait, mais il est là. Il n'a plus à intervenir, on ne va pas chercher des choses devant l'enfant, on ne traverse pas sans arrêt, etc. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre quand on s'occupe des enfants chez soi. Je pense qu'il y a des tâches qu'il faut simplifier, des aménagements qu'il faut simplifier. On en parlera et je ferai un feedback avec vos questions. Mais évidemment qu'il y a un travail non visible qui est là, qui est pensé, quelque chose qui est pensé, réfléchi et observé. Donc l'enfant choisit son activité, cela implique un rangement qui est accessible. Nous n'accélérons pas le processus, nous n'intervenons pas, nous ne prenons pas dans des mains. C'est dans son expérience en propre que l'enfant acquiert sa confiance en lui par la découverte de ses capacités. Le mot est parti, mais je m'en souviens. Là, cette enfant, elle est allée chercher son petit tapis, vous le voyez, c'est des carrés de nappe épaisse, et puis elle est sur une activité avec du bois, des remplissages sur des contenants en bois. C'est intéressant aussi qu'ils aient des contenants qui ne soient pas toujours en plastique, hein, les enfants. Parce que oui, le plastique, c'est intéressant, parce que voilà, ça se lave, ça se casse peut-être pas, etc. Mais voilà, le vrai monde, il n'est pas en plastique. Donc là, on a d'autres expériences. Cette petite fille a choisi son petit plateau. Elle fait du transvasement et surtout ne pas déranger. Elle est très sérieuse et elle a ce que j'appelle les deux petits traits de l'ingénieur. Les enfants, quand ils sont bien occupés, ils ont les deux petits traits foncés. Là, c'est très drôle. En plus de la respiration. Cet enfant-là essaie de mettre des pics sur une petite planche qui devait être une planche pour faire des amuse-bouches, vous savez, pour servir. Donc là, pareil, planche en bois, petit pic, et je vous assure, les petits trous, moi, même avec mes lunettes correctives, je ne les vois pas bien. Et en même temps, c'est intéressant de voir la précision, le geste, la délicatesse, la recherche. On peut presque tester la vision de nos enfants avec ce jeu. Voilà, donc là, pareil, je ne sais pas si vous voyez les deux traits de l'ingénieur, mais moi, je les vois presque. Donc là, on a une réalisation pour des tout petits avec des petits sacs sensoriels qui sont transparents et qui donnent beaucoup de sensations au contact. Je crois que tu en as apporté, Nathalie. Alors, pour terminer et pour aller vers vos questions, 2 ateliers sur inscription vous sont proposés, conduits par Nathalie qui est à votre disposition pour vous renseigner. Maintenant, on va passer au temps des questions puisque ce diaporama, c'était pour nous ouvrir le champ avec les essentiels autour de l'autonomie, mais surtout poser les questions de ce que nous vivons au quotidien, les questions que vous posez, les choses contre lesquelles vous butez et les observations heureuses que vous avez aussi de la prise d'autonomie. Voilà pour cette première partie. Quelle heure se fait-il? Je ne porte pas l'heure pour que je vois en séquence si j'ai été correcte. Parfait, bon, c'est ce que je souhaitais.
Alors pour vous, l'autonomie, oser l'autonomie et ce qui vous a fait venir ici. Mesdames, messieurs, est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole, mettre un peu de côté tout ça, ça va se déposer, et puis je vais essayer de l'articuler avec vos questions. Avez-vous... Oui, très bien. Je veux bien revenir sur une des séquences là que l'on a vues. Donc, dans votre pédagogie, vous montrez toujours une fois. Ah, vous voulez parler de la pédagogie Montessori, oui. Démonstration une fois. Oui, moi je pensais l'enfant était libre, donc il choisissait son activité et il manipulait comme il voulait. Que là, vous semblez dire que vous montrez une fois. C'est pas le plus important. Les deux sont vrais, madame. C'est-à-dire que selon l'âge de l'enfant et selon ce qu'il y a dans le bac ou sur le plateau, vous pouvez avoir une démonstration à faire. Par exemple, là, la planchette avec les pics, c'est quand même pas quelque chose qui est dans la boîte à jeux habituellement. Là, il y a une démonstration. Après, si nous avons une corbeille avec 2 récipients et des choses à manipuler, de la graine, etc., il n'y a pas besoin de faire une démonstration. Voilà. C'est pas le côté de faire la démonstration qui m'interpelle, c'est plus le côté de l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il peut faire avec les choses spontanément, seul, sans avoir vu un autre faire. Oui, c'est ça. Alors, dans les travaux de Maria Montessori, il y a toujours la démonstration. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, vous pouvez tout à fait adapter, je vous dis, par rapport à l'activité et l'enfant. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui, d'emblée, vont avoir une activité inventive, imaginative. Oui. Avec les petits, nous sommes dans la pédagogie de l'éveil. Même si l'éveil va construire et va initier des apprentissages parfois mystérieux, parce qu'on ne sait pas toujours dans le jeu d'un enfant à la crèche, chez vous, les parents, les assistants maternels, tous les jeux auxquels il a été éveillé, quel apprentissage vont s'en suivre, on ne sait pas forcément, et ce n'est pas toujours visible ou vérifiable. Mais en tout cas, nous nous occupons pour l'instant de cette partie du développement de l'enfant qui intéresse une pédagogie de l'éveil. Donc l'éveil, comme son mot l'indique, et comme vous le comprenez j'imagine, c'est effectivement découvrir des matières, des transpositions, des manipulations, des couleurs, etc. Et petit à petit, parce que j'observe cet enfant et je vois qu'il commence à avoir des sortes de pensées préopératoires. Il veut comprendre la cause, l'effet, le résultat. Donc là, il peut être intéressant, selon le matériel que vous mettez à sa disposition, de montrer les séquences et de quelle façon. Mais pour autant, madame, je ne le corrige pas. J'ai de la chance. Tranquille. Je ne le corrige pas. Hein? Les consignes, c'est, je prends mon petit tapis, s'il s'assoit pas-dessus, etc., c'est pas grave. Mais le tapis, c'est un déterminant d'un territoire, parce que les jeunes enfants sont très souvent dérangés dans leur activité par les petits camarades. Il y a beaucoup de convoitises, etc., parce qu'on joue côte à côte, parfois on a envie de ce que l'autre a, ça fait partie du quotidien, vous le savez mieux que moi. Donc le petit tapis me permet à moi, l'adulte bienveillant, de dire, par exemple, on va imaginer un petit Paul et une petite Sonia, et Paul a choisi son petit tapis carré, il a choisi son plateau d'activité, il s'installe et il commence avec passion à jouer. Et Sonia, elle s'approche, elle s'assoit, elle commence à lui prendre des mains. Enfin, c'est ordinaire, ils ont 18 mois, on va dire, d'accord? Normal. Donc là, mon travail serait de mettre des mots là-dessus, pour rendre la règle possible pour l'enfant, petit à petit. Et je vais dire à Sonia, oh Sonia, je vois que tu as envie de jouer avec le jeu qui est là. Elle me regarde, quand je dis ça, elle sent que quelqu'un a compris ce dont elle avait envie, ce qui lui fait envie. Donc déjà, ça apaise l'excitation. Et ça rassure Paul, parce que Paul, il a envie que quelqu'un se rende compte de ce qui est en train d'arriver, qu'il va être dérangé. Et je dis, mais tu vois là, pour le moment, et c'est là que le ton bienveillant est important, c'est Paul qui joue avec ce jeu-là. D'ailleurs, il s'est installé sur son petit tapis. Et là, j'aide l'enfant à sortir de quelque chose qui peut faire conflit en elle, et je lui dis, viens, nous allons choisir un tapis pour toi, Sonia. Et en faisant comme ça, c'est du vécu, hein, c'est pas des choses que j'ai rêvées. Hein. Je l'ai testé pour vous, j'ai dit c'est bon ça, mais c'est vrai. Je me rappelle d'une situation, je me demande si je ne te l'avais pas raconté, d'un enfant, il voulait l'activité d'un. C'était ça. Et il revenait toujours à ça. Alors je lui ai dit, tu sais, il voulait lui prendre. Je dis, je vois que tu as tellement envie, alors je vais te montrer comment on peut faire pour se retenir.
Donc je lui montre comme ça, je lui dis, voilà, ça aide à se retenir. Et il s'est assis à côté, il est resté tellement longtemps avec ses deux mains, comme ça, et jusqu'à ce que l'enfant ait fini, la petite camarade, son activité. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait là d'un point de vue conceptuel? J'ai été un repère stable et fiable et prévisible. C'est-à-dire que chaque fois qu'il me regardait, je lui disais oui, elle joue encore. Je lui disais des mots comme ça, vous voyez? Et donc lui, ça a temporisé son excitation. Dans l'ordinaire, quand on n'est pas sensibilisé à ces choses-là, ou qu'on n'a pas cette nature, parce qu'il y a des gens qui ont cette nature, tant mieux pour eux. Moi, je ne l'avais pas, je ne vous le cache pas, j'ai appris. Voilà, ça se travaille avec le temps et le métier et tout ça, et la vie. Mais en fait, quand on n'est pas sensibilisé à cette manière de faire, ce qui se produit ordinairement, c'est... Mais laisse-le, tu veux toujours les choses que Paul il a, qu'on condamne, ou alors... Bon, écoute Paul, maintenant tu as bien joué avec, donne-lui, donc on enlève à Paul, vous voyez? L'autonomie, donc tout ça... Voilà. Là, Paul, je lui permets d'être autonome avec son activité et j'aide l'autre enfant à avoir de l'autonomie vis-à-vis de ses émotions. Donc c'est décrypter, là, c'est ça le travail qu'on fait quand on se retrouve en soirée, toute affaire cessante. C'est pas comme ça que je vais peut-être arriver à faire dès demain matin, ni vous, mais on décrypte, hein, c'est ça le travail. Le but, c'est pas de se dire « Ah, je fais mal, je suis trop intervenante, j'interviens trop », non. C'est d'avoir des petites antennes qui nous font bip-bip dans ces situations-là, et vous allez voir que les enfants nous donnent raison. C'est ça qui est chouette. Les enfants nous donnent raison quand nous arrivons à nous positionner pour respecter ce besoin d'autonomie. Et il y a des philosophes qui disent, et je les crois un petit peu, que d'accompagner le développement de l'autonomie de façon éclairée auprès des jeunes enfants dans l'éducation, cela permet de construire les débuts d'une petite responsabilité. C'est difficile de penser qu'un bébé de 3 mois est responsable, mais on peut imaginer qu'en lui parlant, il pleure. Là, j'étais au téléphone, je n'ai pas préparé son biberon. Alors, est-ce que je cours, il pleure, je prends l'enfant dans mes bras et je fais le biberon avec l'enfant dans les bras? Vous voyez ce que ça donne? C'est sûr que je ne vais pas le consoler terrible, qu'il va voir que je suis affolée, que peut-être je vais mettre du lait en poudre à côté, etc. Ça ne va pas être facile. Ou bien, je crée de la confiance dans sa capacité à être seule en ma présence. Et je l'aide à attendre. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas continuer de pleurer, mais j'instruis quelque chose d'autre à l'enfant. Je m'approche. Là, je lui dis, oui, tu as faim, et je vais préparer ton biberon. Je suis un petit peu en retard, si j'ai envie, je dis ça ou pas. Hein? Mais je suis là, je lui parle. Il est dans la chambre là, je suis dans la cuisine. Je mets l'eau, je mets la poudre, je le fais chauffer, je viens te chercher. Tout cela, je l'ai dit tandis que l'enfant pleurait, mais je lui instruis quelque chose qui est capacité d'être seul en présence de lui. Une autre remarque, observation, contrainte, désaccord, incompréhension, tout ce que vous voulez. Madame. Donc, moi, je suis maman d'une petite fille de 14 mois, donc je suis très sensible à tout ce qui a été dit, la motricité libre, le fait voilà, d'avoir aménagé l'espace pour qu'elle puisse explorer le plus possible. Donc tout ce qui était fragile ou précieux, entre guillemets, a été monté en hauteur, voilà, toutes ces petites choses-là. Mais je ne vis pas dans une crèche, forcément, donc il y a quand même des endroits potentiellement pas dangereux, mais bon, voilà, les câbles d'ordinateur ou de choses voilà, qui sont branchées, les prises étant certes cachées pour les non utilisées, mais en position basse, ou alors un meuble avec des tiroirs, donc oui, les blocs tiroirs, c'est bien, mais ça se décolle au bout de quelques tentatives, donc c'est pas durable, enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Et moi, ce qui me pose question, c'est voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a la possibilité, enfin le fait de vraiment laisser cette liberté d'exploration, etc. Et en même temps, le point de vue sécuritaire et comment allier les deux, en fait. Même si, voilà, évidemment qu'il y a le nom, il y a le fait d'expliquer que c'est dangereux. Mais voilà, c'est
c'est ça qui peut m'interroger au quotidien. Oui. Il y a ça, et puis il y a une autre chose, c'est aussi soit ce qu'on peut voilà, impulser avec son enfant, et puis il y a aussi l'entourage avec des générations peut-être qui n'ont pas eu les mêmes sensibilités, les mêmes interrogations, et du coup qui peuvent aller soit à l'encontre de ce qu'on essaye de mettre en œuvre, ou dans cette incompréhension totale et dans ce jugement même parfois. Et voilà, comment gérer ça aussi d'une certaine manière sans que ça ait un impact sur son enfant. Et là, vous avez entendu le témoignage de cette maman? En fait, là, vous posez toutes les questions de recherche qui nous font aller vers la bienveillance. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas éduquer un enfant seul, même si on est très seul dans nos mondes contemporains occidentaux. Pour éduquer, on ne peut pas éduquer seul, donc on va composer avec d'autres choses et trouver des chemins qu'on appelle des troisièmes voies ou des conciliations. Donc il y a des situations où on peut dire à la personne, moi je ne connais pas votre monde familier, et les gens qui ne seraient pas forcément sensibles aux mêmes choses que vous, mais soit on se dit de façon autoritaire, je suis la maman, c'est moi qui décide, mais ça ne marche jamais, parce que ça met beaucoup de poids, beaucoup de charge à la dite maman. Soit on conçoit, comme on le conçoit en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc là c'est un chantier, avec, il faut avoir des outils, c'est vrai. Mais petit à petit, je vais vous donner un exemple professionnel, vous allez comprendre où je veux en venir si je ne suis pas claire. Petit à petit, vous allez rendre les choses visibles de ce qui est important pour vous. Rendre les choses compréhensibles de ce qui est important pour vous. Et c'est un long chemin, c'est vrai. Mais ce n'est pas un chemin d'immédiateté. Imaginons que vous vous promenez avec belle-maman, au hasard. C'est dimanche, on a besoin de déjeuner, on va se promener. Et votre enfant, vous vous promenez, je ne sais pas, vous n'êtes pas très loin du bord de la Loire, je ne sais pas rappelle. Et votre enfant, vous le laissez se promener sans vous tenir la main. Et la belle-mère, elle n'arrête pas de dire, mais tu donnes la main? Ou elle dit à vous-même, la belle-mère, la belle-sœur qui vous dit, j'en veux pas aux belles-mamans. tu vas tomber, tu vas te salir, etc. Donc, là, c'est trop, elle dit tellement de choses. Si vous lui dites, mais non, ça suffit, etc., la promenade, elle est ratée, l'ambiance va être terrible, et pour l'enfant, ça ne va pas être terrible. Mais si vous approchez de l'enfant, et que vous le mettez comme partenaire de ce qui est en train d'arriver, vous allez trouver des solutions. Exemple concret. On va l'appeler Tom, on va penser qu'il a 12 ans, voilà, et que mamie, elle a beaucoup après, elle ne vous dit rien, elle ne vous fait pas de reproche, mais elle s'inquiète, elle est toute inquiète, elle craint qu'il lui arrive quelque chose. Donc vous vous approchez de l'enfant, et vous lui dites, Tom, tu sais, je crois que ça inquiète beaucoup mamie, que tu cours comme ça. Bon, mamie, si elle a peur que tu te salisses, c'est moins grave. Mais voilà ce qu'elle craint. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Juste en faisant cela, vous faites exister à la tierce personne la parole et la place de l'enfant. Vous quittez la place où les adultes disent ça c'est bien, ça c'est pas bien pour l'enfant, et vous offrez à votre belle-mère ou aux gens la possibilité d'expérimenter que peut-être de tout ce qu'il raconte, celui-là, il a quelque chose à dire. Ben, c'est un premier séquence. Vous voyez? C'est une façon comment dire, d'aborder une philosophie de l'éducation qui est existante. Tout ne se dit pas par des mots, mais beaucoup de choses se disent par des mots. Donc il faut arriver à trouver le moyen de donner cette place que vous donnez à l'enfant dans votre cœur, dans votre pensée et dans aussi le projet d'éducation que vous avez. Mais il faut aussi montrer que cet enfant, et faire savoir à cet enfant qu'il y a d'autres gens autour de lui qui ne vont pas penser comme ça. Alors, c'est préférable à, le soir, rentrer dans la voiture et dire « Qu'est-ce qu'elle nous a pompé la vie ?» Ou on ira chez mamie, elle te laisse rien faire, ou on s'en fiche du pantalon qui est sale, voilà. Parce que là, par contre, c'est très disqualifiant. À travers cette butade qui peut nous faire rire, on montre l'irrespect, on montre la difficulté de vivre ensemble, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est toute une manière d'être. Et je vais vous donner un exemple professionnel. Je suis animatrice de relais assistante maternelle par enfant dans le département, 3 jours semaine, et le reste de mon temps, je suis formatrice et consultante
en formation des métiers d'éducation. Et donc, les assistants maternels, c'est un panel professionnel d'une très très grande richesse avec des gens qui viennent de tous bords et qui ont des formations, certes la formation obligatoire, mais hormis cette formation, c'est une formation qui s'appuie sur leur propre savoir, leur propre sensibilité, leur propre connaissance et parfois la fréquentation de lieux comme ici, etc., pour continuer leur professionnalisation. Donc, l'éducatrice de jeunes enfants que je suis, une dame qui est plutôt vers la fin de sa carrière que le début, donc c'est les plus chiantes. Je vois des choses, je mets en place des choses. Est-ce que je vais aller frontalement et dire mais non, ne lui criez pas dessus, mais non, ne lui empêchez pas, c'est pas grave s'il renverse tout. Est-ce que je vais passer mon temps dans les matinées d'éveil à faire ça? Est-ce que je vais atteindre le but du respect, l'autonomie? Ou bien est-ce que plutôt je vais permettre aux enfants de vivre de façon un peu protégée, j'ai des trucs et astuces pour ça, des situations de jeu autonomes, et je fais en sorte qu'il y ait la démonstration pour les dames et les messieurs qui sont là. Parce que là, il n'y a pas besoin de parole. Quand on voit de ses yeux des petites choses comme ça, comme moi, qui me touchent chaque jour de ma vie professionnelle, on n'a pas besoin d'aller les expliquer, sauf quand on a des émissions ce soir, mais ça se vit en partage immédiatement. Et donc, si par exemple deux enfants se disputent et que j'interviens en disant ça suffit, c'est toujours pareil, tu lui prends toujours ses jeux, sous-titrage, je n'ai aucune confiance en la capacité de ces deux-là de gérer tout seul leurs problèmes. J'arrive, je suis la justicière, c'est ça. J'en ai pas conscience, mais c'est ça que j'ai fait. J'en ai pas conscience, hein, mais c'est ça que j'ai fait. Mais si j'arrive et que je me mets à leur hauteur et que je dis mais qu'est-ce qui arrive? Déjà, je parle à deux personnes. On dirait que tu veux le même jeu qu'eux. Et toi aussi, on dirait, même s'ils ne parlent pas, là, ça commence à descendre. Et que là, il y a 3-4 personnes, belle-mère, beau-père, tout ce que vous voulez, qui entendent ça. Ils voient ce qui se passe avec les enfants, que les enfants s'apaisent, qu'à un moment donné, je vais dire le principe de réalité, mais on ne peut pas se taper, ce n'est pas permis. Moi, je n'ai pas le droit de te taper. Toi-même, tu n'as pas le droit de le taper et de la taper. Et elle n'a pas le droit de te taper. Je rappelle la règle commune. Celui qui est à côté, il l'entend, il voit, il est touché ou pas. Et je fais une démonstration. Et ensuite, il prend. Ou il ne prend pas. Mais ces deux petits-là, qui sont le public vulnérable dont je m'occupe, ils ont bénéficié d'égards, de bienveillance et d'une autonomie possible. C'est une éducation à la paix. Je crois. Dans la première partie de la question, l'aménagement. De sécuriser. Merci. Ouais, je suis encore dans mes trucs là. Alors, l'aménagement à la maison, alors il ne peut pas être parfait, on n'est pas dans les crèches, c'est pas terrible d'ailleurs. Nos obligations dans les établissements d'accueil du jeune enfant, ils nous rendent folles et fous parce qu'on aimerait qu'il y ait plus de danger, ce serait beaucoup plus facile d'avoir une éducation au réel, c'est comme ça. Alors en fait, vous allez poser des choses dans votre aménagement à l'intérieur qui vont faciliter les capacités en voie de développement de votre enfant. Alors ça, c'est quelque chose que tous les parents font instinctivement, enlever une chose, en remettre une autre. Quand les enfants font du cabotage, on a tendance à laisser des choses pour qu'ils s'appuient, des poufs, retourner une caisse en plastique, voilà. Des aménagements légers, faciles. La sécurité, le zéro risque n'existe pas, et certains disent que on se prévient et on se défend des dangers en les fréquentant. Donc, comme tout à l'heure dans la vue, c'est une question d'équilibre. Là encore, on est deux, donc il faut trouver aussi l'équilibre parce que dans un couple, certains peuvent être beaucoup plus inquiets, beaucoup plus protecteurs, intervenants que d'autres. Eh bien, c'est vraiment chouette ça parce que ça peut permettre à l'intérieur du couple parental de se faire confiance, c'est le minimum, et puis de retrouver un équilibre entre le trop et pas assez. Alors parfois c'est difficile, hein, je ne le cache pas, on l'observe, voilà, et chacun de nous le vit en épreuve personnelle, mais ça peut permettre cet enrichissement. Et donc, pour ce qui est de permettre, grâce à votre aménagement d'espace domestique, familier, d'offrir de l'autonomie à votre enfant,
c'est l'autonomie qui est maîtresse dans votre préoccupation, ça se sent. Donc vous allez suivre, c'est le conducteur, vous allez suivre cette volonté de l'autonomie, et comme c'est conducteur et que vous allez observer votre enfant, c'est cela qui va vous aider à transformer l'environnement. Et il y a des choses que vous allez laisser. Il y a des enfants qui vivent, je ne parle pas chez les assistants maternels, elles ont des obligations dans les crèches, mais qui vivent dans des maisons pour quelqu'un qui est extrêmement stressé ou qui n'a pas l'habitude, sont très dangereuses et en fait, il leur arrive jamais rien. Donc il faut trouver cet équilibre entre, vous n'avez pas à devenir folle du zéro danger et vous n'avez pas non plus à souffrir de conflits de loyauté avec votre projet de permettre à l'enfant des initiatives et peu à peu d'être autonome. Hein. Donc évidemment, si vous avez envie qu'il vous aide à mettre la table, les assiettes, vous allez ouvrir un de vos placards, enlever une porte un temps même, pourquoi pas. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire un petit panier, on peut laisser une porte dans la cuisine aménagée qui permettent des choses à l'enfant. Il y a des tas d'aménagements, puis petit à petit, quand l'enfant grandit, qu'on voit les choses changer, on le fait avec lui. Donc, tu vois, maintenant, on va maintenant pouvoir mettre ça là, ou on va remonter ça parce que ton petit frère, voilà, hein, la parole est là. Faites avec eux, faites doucement et simplifiez-vous. Vraiment, vous verrez, il y a quelques vues, et puis on en trouve dans les ouvrages, pour aménager les chambres, etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont inutiles, qui sont commercialisées, qui sont inutiles et qui sont des soucis supplémentaires, et que vous pouvez remplacer par des choses extrêmement simples, pas coûteuses, très adaptées au monde de l'enfant. C'est vraiment très très intéressant. Donc là, ça veut dire aussi faire table rase des sollicitations de consommation et devenir consommateur ou consommatrice dans vos aménagements, vos achats. C'est plein de choses que nous vous proposons à travers cette discussion, de prise de conscience et de réfréner. Peut-être de prendre les devants vis-à-vis des fêtes de Noël, etc., avec vos proches, la famille, faire un cadeau groupé, voilà, faire quelque chose par un menuisier, je ne sais quoi, pour qui vous arrangerez dans la cour, dans le jardin, dans la chambre, et éviter les cadeaux multipliés par je ne sais pas combien qui vont aller à l'encontre de votre projet d'autonomie. Ouais, je ne sais pas, hein, ce sont des... Ça, c'est le citoyen parent et le citoyen professionnel qui réfléchit à ces choses-là. Hein. Ça va comme réponse? C'est pas trop normand? On prend ça un peu quand même. Est-ce qu'il y a une autre question, messieurs, dames? Madame? Je suis maman d'un garçon de 15 mois et en ce moment, c'est la gestion de la frustration. C'est parfois compliqué. On ne sait pas quel mot dire, que faire, est-ce qu'on détourne l'attention, est-ce qu'on l'accompagne dans son sentiment. Voilà. Est-ce que la communauté qui est là, de parents, de professionnels, en pensant autonomie, émotion, vous pourriez donner des pistes? Je suis sûre qu'il y a un savoir là. Par rapport à un enfant de 15 mois qui ne supporte pas bien les frustrations, les limites, c'est ordinaire, hein. Hélas, c'est un moment, ça vous prépare à l'adolescence. Bon, votre enfant n'est pas un cas pour la science, hélas, hein, ça ne sera pas. Mais comment on peut faire en relevant cet intérêt que nous avons pour l'autonomie? L'autonomie affective, l'autonomie dans les émotions. Qu'est-ce que je pourrais dire, faire, comment est-ce que vous avez des idées? Comment faites-vous, vous-même, professionnels, parents? Oser l'autonomie, c'est le titre. Hein. Allez, ne soyez pas intimidés. Comment vous feriez, vous? Il ne veut pas. Il ne veut pas, il se fâche, il pleure, il est en colère, il ne veut pas. Peut-être préciser par rapport à quoi? Parler, donc parler. Hein, c'est ça, parler. Il faut parler à l'enfant. Non, j'ai dit, il faudrait peut-être préciser par rapport à quoi, dans quelle situation il est frustré. D'accord, je n'ai pas compris ça. D'accord. Alors là, c'est comprendre. C'est très intellectuel. C'est très mentalisant ça, mais c'est normal, hein, on est des adultes et ça chauffe un peu là-haut. On va se mettre du côté de l'enfant.
qu'est-ce qu'on peut faire pour s'approcher de l'enfant en tant qu'enfant nous-mêmes quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'empathie déjà. La première chose, voilà. C'est très simple. On fait comme si presque on ne connaissait pas sa langue, mais on a entendu le son de sa voix, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Vous voyez? Parce que vouloir comprendre, c'est une excellente chose, pleine de respect. Non, mais c'était pas un enfant, c'était l'exemple pour la maman, là, qu'elle nous donne un exemple de... Dans quel moment ça se passe? Ça vous aiderait? Oui. Par exemple, si on lui interdit de toucher quelque chose qui est dans les enfants. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est ça. Non, tu ne peux pas. Et là, il crie, il est très fâché. Donc, moi, j'ai bien 17 mois. Et du coup, je me mets à sa hauteur. Je me mets en face de lui, à sa hauteur. Et je lui explique pourquoi je ne veux pas qu'il le fasse. Et autrement, je lui montre, par exemple, si c'est la plaque en quelque chose, je lui fais semblant que c'est moi, par exemple, qui mets ma main, et dire, oh là, je chauffe plus. Pour lui montrer, pour que ça soit concret pour lui, j'essaie de lui expliquer. mais là, c'est une chose qui est fort intéressante et positive d'expliquer à l'enfant, parce que quelque part, ça veut dire qu'on comprend que quelqu'un est capable de comprendre. Mais ce serait aussi oublier qu'il y a la phase d'opposition, qui est peut-être un peu précoce là, 15 mois, mais qui peut se montrer parce que les grilles de développement des crises ont un peu changé ces derniers temps, on va dire. Voilà, et bon, il y a quelque chose dans le développement de l'enfant qu'on appelle la crise d'opposition, qui est une nécessité, je me pose pour m'affirmer, pour exister. C'est pourquoi je vous taquinais, je parlais de l'adolescence, que ça remet ça à l'adolescence aussi. C'est juste pour me préparer. Donc ça c'est une chose, mais l'empathie c'est du côté de l'autonomie, c'est-à-dire ce n'est pas que tu aurais raison d'agir comme tu agis, mon enfant chéri, mais je m'intéresse à l'émotion qui te met dans cet état-là. Et là, ça change le curseur. Le curseur, il va plus sur la scène. Vous voyez, on ne pointe plus la scène, la règle, ça brûle, ça fait mal, t'as pas le droit, je te l'ai déjà dit. Je peux pas, je suis fatiguée, c'est l'heure de dormir, toutes nos explications. On met ça de côté, c'est pas qu'elles sont pas valables, mais on les pose et on se met du côté de ce qui contrarie, de ce qui fait de la peine. Qu'est-ce qui arrive? Et d'un seul coup, l'enfant est invité à dire autre chose. Alors, il va peut-être dire un câlin, j'ai faim, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qui le révolte. Si tu as des idées, hein, Nathalie, tu enlèves ta main de la bouche et tu m'aides. Je ne sais pas, mais on est étonné de ce qui sort à ce moment-là. Moi, je pense à un petit garçon là, qui s'est mis à raconter une histoire qui a dû lui arriver à l'école, petite section, c'était l'an passé, mais... Et en fait, il était fâché, il voulait pas mettre, je sais pas, ça avait rien à voir, genre, il veut pas mettre ses chaussures, il fait une scène, sa maman, et sa maman qui s'assoit près de lui et qui est capable d'empathie, et lui demande, mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que c'est cette colère? Le voilà qui lui sort une histoire d'une petite fille qui a pris son goûter, qui a le top, et il éclate en sanglots dans les bras de sa maman. Les chaussettes, on ne se rappelle plus, les chaussures. Vous voyez? Et l'empathie, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes tellement dans l'explication des choses, mais on entend toute la journée des explications. Donc, c'est pas sûr que ce soit la cause de leur révolte, de leur inquiétude, de leur chagrin. C'est quelque chose qui a à voir avec les émotions un peu primitives aussi que le bébé a pour exprimer, tandis qu'il ne parle pas. Le souci, c'est que quand l'enfant commence à parler, à avoir une certaine autonomie, il se déplace, il peut ranger ses affaires, où je vois bien qu'il me comprend, eh bien on a tendance à laisser moins de place aux émotions et à laisser beaucoup de place à la verbalisation, l'explication, la compréhension, l'intellectualisation. Donc il faut là encore... Question du qui. Voilà. Donc on dirait que tu es attaché, qu'est-ce qui arrive? Alors après, il y a des accessoires à la maison ou dans les établissements que l'on peut avoir, un tapis de câlin, un coussin de la colère, des choses qui sont des médiateurs, qui sont préhensibles par les enfants. Il y a des enfants avec qui les prennent vraiment, qui vont sur le petit tapis doux, s'allonger, dire leur peine. En tout cas, ça peut paraître... tu
superflu à certains, j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que les enfants s'en saisissent. Parce que du coup, grâce à cet espace qui est identifié comme l'espace où je peux pleurer, être fâchée, être en colère, etc., et bien donc, mon sentiment, en tout cas mon émotion, elle est reconnue. C'est ça le sous-titrage. Juste pour rebondir un petit peu sur ce que je dis, moi je travaille dans une structure petite enfance et ça nous arrive tout le temps, hein, forcément. Et effectivement, il y avait une formatrice qui était venue, nous avait expliqué que l'enfant c'est un peu comme nous en fait, au fur et à mesure de la journée, il y a une contrariété, une autre, et effectivement, ça va exploser pour quelque chose qui nous semble complètement anodin, par réussir à faire son lacet, faire tomber un peu d'eau, une goutte sur le pantalon, enfin... Aussi, ouais, ça c'est super. Pas entendu le gâteau qui est cassé. Ah ouais. Et du coup, nous, de notre regard d'adulte, en fait, à ce moment-là, on ne comprend pas, en fait. On se dit, mais effectivement, on reste dans le factuel, mais c'est pas grave, c'est qu'une goutte d'eau, etc. Et des fois, elle nous expliquait, en fait, de se mettre juste dans une posture d'écoute et de dire, je vois bien que là, t'es contrarié, t'es frustré. Je comprends pas qu'est-ce qui te met dans cet état-là, en tout cas je suis là pour toi si tu as besoin. Juste le fait de dire à l'enfant, et très souvent en fait ça désamorce la situation et ça permet de passer à autre chose et en tout cas de calmer un peu les choses. Non seulement ça désamorce, mais ça permet à l'enfant, le premier mot que vous avez employé, c'est de se sentir écouté. Il y a un effet extrêmement positif qui est dans l'empathie. L'empathie c'est ça. L'empathie permet un soulagement. Un soulagement. Il y a quelque chose de ce qui me faisait mal, qui pesait, qui était lourd, que l'autre vient de soulager parce qu'il en a pris un bout. En m'écoutant. Juste en m'écoutant. Alors, le risque à éviter, c'est d'avoir une empathie qui serait comme l'étouffement. Parce qu'il faut toujours laisser cette distance de sécurité entre l'autre et soi. Même son propre enfant, même s'il vient dans nos bras, se recueillir, porter son chagrin, toujours imaginer que nous on fait 2 fois le volume de l'enfant minimum, donc on ne va pas l'envahir parce que là on va créer de la dépendance. Il faut aussi garder cette idée qu'il soit autonome dans ce qui arrive, mais qu'il peut compter sur nous. C'est pas parce qu'un enfant peut compter sur nous que pour autant il n'est pas capable de développer ses propres moyens de compter sur lui. Donc moi, tout en lui montrant que je l'aime et qu'il peut compter sur moi, j'ai toujours cette espèce de devoir, en tout cas cette volonté, ce souhait, cette préoccupation, cette sensibilité de lui permettre d'expliquer, de trouver, de comprendre, parce que c'est ça le but de l'éducation en fait, c'est de conduire vers l'état d'homme et de femme accomplie. Donc c'est de ça dont on parle ce soir. Dans le jeu, dans l'occupation, dans les soins, dans la relation aux autres, dans l'habillement, voilà, c'est un éventail de possibles, de situations, mais le grand projet que nous regardons, c'est de faire devenir ce petit garçon, cette petite fille, un homme, une femme libre, capable de se conduire avec ses propres lois et de comprendre la réalité du monde dans lequel il évolue. Et pour cela, il faut prendre le temps de comprendre l'enfance et les temps de l'enfance et les temps de la petite enfance. Et nous, on a beaucoup de techniques, on a beaucoup de savoir-faire. Ce soir, on s'arrête beaucoup sur des savoir-être. C'est peut-être ce qui est le plus dur à mettre en œuvre, enfin, parce que on est beaucoup à la recherche de la technique, de l'astuce, de la solution miracle qui fera que ça fonctionnera. Et en fin de compte, quand on parle de savoir-être, on parle de fondamentalement ce qu'on est. Et je pense que c'est ça qui peut même amener à une forme de culpabilité aussi, de ne pas être comme on voudrait être, parce qu'on voit l'idéal et pour autant, l'atteindre, c'est pas toujours évident, même s'il y a la volonté, quoi. Et la culpabilité, c'est une charge, c'est lourd, on pose et on chemine. Parce qu'en fait, c'est pas instinctif. L'éducation n'est pas instinctive. L'éducation, c'est un travail. C'est un travail qui est inspiré, qui est contaminé par des choses aussi. C'est un travail que l'on ne fait pas seul, qu'on fait dans un environnement, dans un contexte, avec des hauts, des bas, etc. Donc
avoir un projet d'éducation pour les enfants, en comprendre les enjeux, en discuter en lieu sûr avec des personnes sûres, afin de développer aussi d'autres manières d'être. Oui, faisons-le, faisons-le, c'est le moindre que l'on puisse faire pour nos enfants et pour l'humanité. Mais en aucun cas se sentir coupable d'avoir des réactions, des habitudes, des réflexes, pourvu que l'on soit éclairé. Et évidemment que c'est ni difficile ni simple. C'est à certains moments difficile, à certains moments c'est simple. Alors dans la même idée, parce que ça me parle beaucoup ce que vous dites, et d'autant plus que je travaille avec des enfants pour qui c'est assez évident de faire parler l'enfant avec une communication plutôt